Une délégation de l'entreprise chinoise CGECO conduite par son vice-président Pan Dong-Song reçu en audience par le président de la République Idriss Déby Itno ce matin. L'état d'avancement des travaux exécutés par la société au Tchad était au centre de l'entrevue. Reportage à suivre en volet 1 de ce journal. Signature ce vendredi entre le gouvernement du Tchad et la Banque mondiale d'un accord de financement du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. Un montant total de 18 milliards de francs. Reportage à suivre. Et puis les travaux de l'atelier de la supervision et la gestion du portefeuille des entreprises publiques ont démarré ce vendredi dans la capitale. Les participants auront à enrichir les conclusions des réformes dans le domaine de la gouvernance des entreprises. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité ce soir, une délégation de l'entreprise chinoise CGECO conduite par son vice-président Pan Dong-Song a été reçue par le président de la République Idriss Déby Itno au palais présidentiel. L'état d'avancement des travaux exécutés par la CGECO au Tchad était au centre de l'entrevue. Le reportage est signé Savoura Douniakani. Exécutant plusieurs travaux tant en N'Djamena que dans le Tchad profond, l'entreprise chinoise CGECO est bien connue des Tchadiens. Elle construit en ce moment le pont à double voie sur le fleuve Chari, l'hôtel Toumaï Palace et le tronçon allant du palais du 15 janvier au rond-point à double voie. Une délégation de la dite entreprise conduite par son vice-président, M. Pan Dong-Song, est venue ce 8 novembre à la rencontre du chef de l'État Idriss Déby Itno. Les discussions ont duré 1 heure. L'objectif de la rencontre est pour rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République l'avancement des projets, surtout les 3 projets qui lui tiennent à cœur, à savoir la réhabilitation de l'âme de Taïwan, la construction d'un pont sur le Chari à Chakwa et son accès et l'hôtel de Toumaï. Pour le moment, les projets sont en bonne voie. Le président il est satisfait. En plus, le président nous a beaucoup encouragé d'investir dans d'autres domaines. C'est ce que nous allons étudier, c'est ce que nous allons faire par la suite. Peu avant de prendre congé du vice-président de CGECO, le président de la République Idriss Déby Itno a exigé que tout soit exécuté conformément aux délais contractuels. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Jacob Wassel-Zuber, a présenté ce matin les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie, Chérif Mamadzen. On fait le point avec Naïma Amatbaba. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad, Dr Jacob Hazeluber, a présenté ce vendredi matin au ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamadzen, les copies figurées de ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Tchad. Au cours d'une entrevue qui a suivi la cérémonie, le diplomate allemand et le chef de la diplomatie tchadienne ont discuté du renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne intervient au Tchad à travers ses ONG dans plusieurs projets de développement. L'audience s'est déroulée en présence de la directrice générale par intérim du ministère des Affaires étrangères, Mme Eljouma Sandamalou, de la directrice Europe, Mme Batna Marie Solalta, et du directeur du protocole d'État, Djimadoum Gengar. Cette présentation de copies figurées arrive à quelques jours de la commémoration du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, prévue pour le 11 novembre prochain. Et je le disais en titre, le gouvernement à travers le ministère de l'économie et de la planification du développement et son traditionnel partenaire, la Banque mondiale, ont procédé ce vendredi à la signature d'un accord de financement du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale d'un montant total de 18 milliards de nos francs. La cérémonie a lieu en présence de quelques membres du gouvernement. Reportage Ngeyam Djoingar. 1800 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement du projet régional d'amélioration du système de surveillance des maladies en Afrique centrale, paraphé entre le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubrain et le représentant des groupes de la Banque mondiale François Nankobogo. Puisque c'est un programme régional d'abord et un programme qui couvre plusieurs secteurs de l'économie
et de l'administration tchadienne pour introduire dans nos pratiques ce que l'on appelle une seule santé. Puisqu'il y a plusieurs domaines de la santé, ce n'est pas que la santé humaine qui détermine la qualité de notre santé, mais c'est aussi la santé animale et c'est la santé environnementale. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, cette convention s'inscrit dans les priorités du plan national de développement. Il convient de relever que ces projets que nous venons de signer s'inscrivent pleinement dans les priorités du plan national de développement 2017-2021, dont l'axe 4 est consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes et qui met un accent particulier sur le renforcement du système de santé. Le gouvernement s'engage-t-il à mettre tout en œuvre pour accompagner le dit projet dans l'atteinte de ses objectifs? Ce projet qui vient s'ajouter à la liste des conventions déjà conclues avec les partenaires permettra à l'État tchadien d'améliorer le système sanitaire. Dans son intervention lors de cette cérémonie, le ministre de l'économie et de la planification du développement s'est attardé sur cet accord si important pour notre pays. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Je ne saurais vraiment vous remercier et aussi les premiers responsables de la Banque mondiale parce que vous avez une mention spéciale, autant que certains partenaires techniques et financiers, d'avoir répondu, d'avoir mobilisé plus que le montant annoncé à la table ronde de Paris, qui est de 1 milliard. La banque a pratiquement, n'est-ce pas, fait signer des conventions, a fait des décaissements et nous espérons certainement qu'à la fin du premier PND en 2021, je pense que la banque va encore trouver 2 autres milliards parce que les 1 milliard proposés sont déjà épuisés. Le gouvernement de la République du Tchad ne cessera jamais de vous témoigner sa gratitude à vous-même personnellement pour votre engagement et à votre équipe, mais aussi aux premiers responsables de la banque. Et pour cela, je l'avais déjà transmis, le président de la République lui-même, chef de l'État, chef du gouvernement, a accueilli avec satisfaction les conclusions des dernières réunions annuelles, en marge desquelles nous avons eu des réunions très intéressantes, particulièrement sur les investissements de la banque au Tchad. Et comme vous le savez, comme vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions, le Conseil ordinaire des ministres présidé par le chef de l'État hier a examiné plusieurs projets de loi dont le mécanisme des prix de production de l'or noir ou encore le rattachement de la direction générale de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques au ministère du Plan. Commentaire Bacharia Isanga. Sous la conduite du président de la République, Idriss Déby Itno, le gouvernement, en sa séance du Conseil des ministres de ce jeudi, a examiné 3 projets de décret d'importance capitale dans la vie politique, économique et sociale du pays. Le statut des huissiers commissaires de justice en République du Tchad a fait l'objet d'un examen minutieux. Après débat, celui-ci a été renvoyé pour permettre au département concerné d'intégrer les remarques et observations des membres du gouvernement, dans le but de disposer d'un cadre de référence permettant de gérer les recettes de la production pétrolière et dans le souci de réduire l'impact de la volatilité des prix et de volume de production sur l'économie nationale. Le gouvernement a examiné et a adopté un projet de loi. Il s'agit de celui portant mécanisme de lissage des prix, autrement dit, le toilettage des prix de la production. À ce projet, le gouvernement entend développer une stratégie de prévention en cas de chute du prix du pétrole. Ceci permettra au gouvernement de prévoir une réserve face à d'éventuels risques et de chutes importantes de recettes. Cette disposition traduit les engagements et la ferme volonté du gouvernement avec son partenaire, la Banque mondiale, afin de permettre au pays d'encaisser un appui budgétaire supplémentaire en début de l'année prochaine, informe le porte-parole du gouvernement, Oumaria Hissène. Dans ce conseil du jeudi 7 novembre 2019, le gouvernement, sous la clairvoyance du président de la République, Idriss Déby Itno, n'a pas occulté la question de coordination et du contrôle fiable du recensement général de la population et de l'habitat. À ce titre, il a examiné le projet du décret portant rectificatif du décret numéro 314 du 22 mars 2019, instituant ce recensement. Une innovation importante sera opérée.
Désormais, c'est le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement qui aura à diriger le comité technique piloté précédemment par le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSED. Dans ce comité, la Banque mondiale, partenaire clé du Tchad, sera représentée par un expert. Pays à vocation agricole par excellence, le Tchad fait souvent face aux ennemis des cultures. Cette dimension ne laisse pas insensible le gouvernement qui vient d'accorder une attention toute particulière aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de lutte anti-acridienne à travers l'examen d'un projet de décret. Confrontée à réaliser sa mission, la dite agence sera amenée à disposer d'une nouvelle stratégie lui permettant de lutter avec efficacité contre l'invasion des criquets. Un projet de texte, et non des moindres, examiné par le Conseil des ministres, est celui instituant un corps de volontaires nationaux au Tchad. Le gouvernement entend ainsi se conformer aux recommandations des institutions internationales et sous-régionales en se proposant de rendre opérationnels les cadres d'action des politiques pour l'institutionnalisation du volontariat de jeunes. En définitive, cette batterie de mesures participe de la ferme volonté du gouvernement d'honorer ses engagements et de chercher des voies et moyens de contribuer au développement harmonieux. À l'initiative du groupe de la Banque mondiale, les travaux de l'atelier sur la supervision et la gestion du portefeuille des entreprises publiques ont démarré aujourd'hui ici dans la capitale. Les participants auront à enrichir les conclusions des réformes dans le domaine de la gouvernance des entreprises. Varelati. En 2018, les spécialistes de l'unité de gouvernance de l'Afrique de l'Ouest francophone ont réalisé une étude où 18 entreprises publiques ont été identifiées pour contribuer au développement du Tchad. Gouvernement et son partenaire privilégié, la Banque mondiale, via cette rencontre envisage présenter les résultats de cette étude axée sur la gestion du portefeuille des entreprises publiques au Tchad, d'une part, et d'autre part, les opportunités qu'elle présente dans le cadre du renforcement de la croissance économique. Les entreprises publiques au Tchad, comme dans de nombreux pays, représentent une part importante de l'économie, sont sur des secteurs clés, notamment les activités pétrolières, l'électricité, le secteur financier, qui sont fondamentales pour le développement économique du pays, qui sont également, leur gestion a un impact important sur la qualité de la gestion budgétaire. Cette étude, réalisée par la Commission de l'unité de gouvernance pour l'Afrique de l'Ouest francophone, remplit 3 fonctions essentielles, notamment le recensement des entreprises publiques, l'identification des structures et la supervision des activités de collecte. La surveillance des entreprises publiques est un chantier important sur lequel le gouvernement du Tchad est engagé et pour lequel la Banque mondiale continuera à lui offrir son soutien. Cependant, en plus de la surveillance, nous encourageons la mise en place de mécanismes qui se traduiront par une meilleure efficacité des entreprises publiques et un partage équitable des ressources produites. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, qui a ouvert les assises, mesure les opportunités de cette rencontre sur la gouvernance des entreprises publiques au Tchad. Le suivi financier, le suivi de l'endettement et des pertes et des profits des entreprises publiques. Aujourd'hui, il est nécessaire de bâtir sur les premières réalisations, sur le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant, et de mettre en œuvre des réformes additionnelles qui nous permettront de garantir l'efficience, l'efficacité, la bonne gouvernance et la réduction dans le portefeuille de l'État. Le renforcement de la gouvernance des entreprises publiques est un credo pour mettre fin à la pauvreté. Il a pour objectif d'offrir des services de base tels que l'eau et l'électricité de manière performante à la population. La communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohamed. Pour l'occasion, une grande prière a été organisée cet après-midi au quartier d'Iguel Dar es Salaam en présence de nombreuses personnalités dont le représentant du chef de l'État, le ministre Assidik Aboubakar Tchoroma. Idriss Omar Idriss.
Ahlan Bishar el-Maulidi, ou joyeux anniversaire pour la naissance des prophètes de l'islam, Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. C'est le souhait de la population du quartier d'Iguel Dar es Salaam mobilisée pour faire l'éloge et réciter le parcours du messager de l'islam. Membres du gouvernement, autorités militaires et d'autres personnes ressources étaient présents. Ils font de la partie. Le général de division, Toufa Abdullah Issa, remercie l'assistance et évoque l'importance de la célébration du Mawlud. Pour lui, tout musulman doit célébrer avec faste la naissance des prophètes pour lui marquer son attachement et son amour. Au cours de la cérémonie, des ulémas se sont reliés pour expliquer à l'assistance le merveille et le miracle qu'a vécu les adeptes du prophète Mohammed de son vivant. Une longue histoire, certes, qui retrace le comportement du messager d'Allah, qui est un modèle pour l'humanité. Selon le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Mohamed Nour Al-Helou, tout musulman doit apprendre à ses enfants les enseignements islamiques recommandés par le prophète qui privilégie le bon comportement et l'amour du prochain. À Digo, dans le 7e arrondissement, l'ambiance est aussi de taille. Cette mobilisation des fidèles musulmans de ce quartier et ses environs marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut soit sur lui. Une cérémonie marquée par des prières, la lecture des versets coraniques et des louanges. Selon les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Ibrahim Mohamed Abdoulaye, le Mawlud est d'une importance capitale et recommande aux fidèles musulmans de cultiver l'amour du prochain, la cohabitation pacifique, gage de tout développement socio-économique. Justement, à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Mawlud et conformément à l'article 2 du décret 273/2019 du 7 mars 2019, modifiant l'article 2 du décret 413/PM/97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du samedi 9 novembre 2019 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 11 novembre est ouvrable. À la signature, Ali Mbodoumi. Fin cet après-midi des travaux de la première table ronde internationale des architectes sur le thème Les villes africaines du futur, rencontre sanctionnée par des conclusions visant à améliorer le secteur afin de contribuer efficacement au développement humain. Madissam Anastasie Bissi. Ces assises ont permis aux participants d'étudier des nouvelles stratégies pour améliorer le domaine de l'architecture. Adapter les villes africaines aux exigences des catastrophes naturelles, c'est la question qui a animé les professionnels en la matière. Il ressort de cette rencontre que le changement climatique, l'occupation anarchique, le manque des infrastructures socio-sanitaires et éducatives de base en milieu rural et le faible revenu des citoyens ne favorisent pas le développement durable en Afrique et ne garantissent pas la stabilité et le développement de l'établissement humain. Des efforts sont à fournir sur divers plans selon les autorités pour améliorer le secteur. Vous avez mis un accent également particulier sur l'urbanisation qui, à mon avis, est indispensable pour le développement de toute ville. Il est vrai que toute ville a besoin de l'industrialisation pour se développer. Mais toute ville ne doit pas être industrielle pour se développer. Vous avez également en 2 jours parlé de l'innovation technologique. Cette innovation technologique pour les villes futures doit être assurée dans toutes ses dimensions. Les participants souhaitent l'implication des élus locaux, nationaux et législateurs dans la réflexion de la ville du futur. L'intégration de la culture locale à la dynamique des recherches urbanistiques et de l'industrialisation tient aussi à cœur ces derniers. La présidente de l'Ordre national des architectes compte sur l'appui de chacun pour améliorer considérablement le secteur de l'architecture en Afrique.
Et puis sachez que 2 membres du gouvernement se trouvent à Abéché dans la province du Ouadaï pour l'évaluation de l'état d'urgence décrété dans 3 provinces du pays. Il s'agit des ministres de la Défense nationale et son collègue de l'administration du territoire. Le point avec Aman Isaac Azina. Dans le cadre de suivi de l'état d'urgence décrété dans la province du Ouadaï, du Tibesti et de Sila, les 2 membres du gouvernement chargés de coordonner les activités, notamment le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, et celui de l'administration du territoire Mohamed Ismaël Chaibou, sont à Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï. Dans l'intervalle de 2 mois, c'est-à-dire depuis que l'état d'urgence a été instauré dans ces 3 provinces du Tchad, les 2 membres du gouvernement sont à leur 2e visite conjointe dans l'est du pays. Occasion pour le gouverneur Ramadan Irdebou de saluer la détermination des 2 ministres quant à la réussite de l'état d'urgence décrété dans les 3 provinces du pays, dont le Ouadaï. Ramadan Irdebou souligne que depuis l'instauration de l'état d'urgence, des milliers d'armes de guerre ont été récupérées des mains des civils, et ce grâce à la détermination des éléments des forces de défense et de sécurité. Au nom du chef de l'État, le ministre Mohamed Abbali Salah a loué l'effort des différents responsables dans le cadre de suivi de l'état d'urgence. Moi et mon collègue sommes revenus à Abéché non seulement pour le suivi, mais aussi pour remonter le moral de nos hommes sur le terrain pour plus de dynamisme, devait affirmer le ministre. L'agenda des 2 ministres prévoit plusieurs rencontres avec les différents acteurs concernés dans le cadre de l'état d'urgence dans le Ouadaï et le Sila. Plusieurs responsables militaires et administratifs accompagnent les 2 ministres dans leur déplacement. À suivre également fin du journal la lecture des décrets. Le secrétaire permanent du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a présidé ce vendredi la session extraordinaire du HCNC. À l'ordre du jour de cette session, la présentation de l'état d'avancement de la mise en œuvre des subventions en vue de lutter efficacement contre ces 3 maladies. Reportage. Réduire d'ici 2023 la morbidité et la mortalité imputables au paludisme, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes du VIH/SIDA et la tuberculose, c'est l'ambition que se fixe le Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme HCNC. Cette session extraordinaire du HCNC a pour objectif de faire un état de lieu de la mise en œuvre de la subvention pour la lutte contre le VIH/SIDA, de la tuberculose et le paludisme avec les récipiendaires principaux. Selon le secrétaire permanent du HCNC, les écarts entre les activités programmées et celles qui sont réalisées sont négatives. On note à ce jour un taux de décaissement de 7% sur les 25 millions d'euros validés par le Fonds mondial pour les 2 subventions pour une durée de 3 ans. L'objectif de cet atelier, c'est d'aider ces 2 récipiendaires principaux à surmonter certaines difficultés qu'ils estiment qu'ensemble avec le HCNC, on pouvait les contourner. Nous nous sommes rendus compte que les subventions sont allouées et que aujourd'hui la mise en œuvre piétine. Et donc nous sommes interpellés en tant que l'organe de contrôle et de suivi pour aider ces récipiendaires afin que ensemble qu'on puisse lever les goulots d'étranglement pour permettre vraiment une mise en œuvre sereine et rapide. Au terme des travaux, les participants ont formulé quelques recommandations relatives à la mise en œuvre efficace de la subvention pour lutter contre ces pathologies afin de sauver des vies humaines. Prélude à la commémoration du 61e anniversaire de la proclamation de la République, une causerie débat a été co-animée sous le thème 61 ans après sa naissance, quelles valeurs autour desquelles les Tchadiens se reconnaissent. C'est une initiative de la plateforme Le Tchad d'abord. Adoumbe, Hortense.
C'est une jeunesse consciente qui s'engage à valoriser le Tchad, ce patrimoine commun. Regroupé au sein de la plateforme, le Tchad d'abord, ces jeunes plus que déterminés se mobilisent autour des idéaux patriotiques pour incarner un parfait modèle d'unité nationale. Nous serons au 61e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Durant tous les mois de novembre, la plateforme Le Tchad d'abord se propose d'organiser des séries d'activités socio-culturelles et sportives pour commémorer cet événement. Je tiens à souligner que la plateforme Le Tchad d'abord est née à lancer officiellement ses activités le 25 octobre dernier avec 36 associations de la société civile et déjà à 2 semaines d'existence a connu l'addition d'autres associations. Nous sommes aujourd'hui 54 associations. Le Tchad d'abord dans notre manière de servir l'État et son administration. Le Tchad d'abord dans notre manière d'en parler. Le Tchad d'abord dans notre manière de servir et de le construire. Vive le bleu, Jean rouge, que vive le Tchad. À cette causerie débat co-animée par le professeur Ahmad Mohamed Hassan, juriste, et Dr Oumar Dago, historien, ces jeunes s'interrogent sur la marche du Tchad de son statut de colonie française vers la République souveraine. Un parcours détaillé par le professeur Ahmad Mohamed Hassan. Mais c'est quoi le Tchad? Et c'est quoi une république? D'où vient le Tchad? Ancien territoire conquis par la France, après des guerres et des accords d'allégeance avec les chefferies traditionnelles existantes à cette époque sur ce territoire qui n'était pas encore conquis, l'actuel territoire du Tchad est devenu d'abord territoire militaire des pays et protectorat du Tchad en 1900. Territoire militaire des pays, c'est au pluriel, des pays, la France a voulu nous identifier en ethnie. Ces deux éminents conférenciers qui voudraient amener la jeunesse tchadienne à s'attacher fortement à la mère patrie parlent du respect des lois de la République, de la tolérance et du vivre ensemble pour une vie plus paisible et harmonieuse. Le ministère de la Justice chargé des droits humains à travers le projet d'appui à la justice au Tchad Plagiste 2 financé par l'Union européenne a lancé officiellement les activités de réinsertion sociale des personnes détenues à Douba dans la province du Logone oriental. La cérémonie a lieu en présence du directeur général du ministère de la Justice chargé des droits humains représentant son ministre de tutelle, Abakaraki. Cette cérémonie de lancement officiel des activités en faveur des détenus de maisons d'arrêt a vu la présence massive des autorités administratives, militaires, religieuses et les chefs de services déconcentrés de l'État du Logone oriental. La nouvelle politique pénitentiaire ne saurait se réduire à une gestion passive du flux d'incarcération et de libération. Car une personne incarcérée est seulement privée de liberté et la privation de liberté n'implique pas la privation des autres droits. Le maire premier adjoint de la commune de Doba s'est réjoui du choix porté sur sa ville pour abriter cette importante cérémonie en faveur des populations carcérales des 12 maisons d'arrêt du Tchad choisies pour bénéficier de formations en couture, minuterie, soudage, montage et en alphabétisation. Pour le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Kirugo, ces activités permettront une réinsertion sociale aux ex-prisonniers une fois leur peine purgée et leur éviterait la récidive. C'est le lancement officiel des activités de la réinsertion des personnes détenues dans les 12 maisons d'arrêt prises en charge par le paradis, dont la maison d'arrêt de Goma répond à la préoccupation majeure de son excellence du pays du Nord, président de la République, chef de l'État. La délégation s'est rendue à la maison d'arrêt de Doba constater de visu le début de réalisation de la formation. Là, l'ensemble de la délégation a été agréablement surpris. Qu'en seulement 3 jours de formation, l'atelier de l'alphabétisation qui compte 28 prisonniers a réalisé une bonne performance. L'atelier de menuiserie où 8 prisonniers sont à l'œuvre en pleine fabrication des tables, des bancs et autres, le formateur affirme que la maîtrise est rapide. À l'atelier de couture, l'on dénombre 13 prisonniers apprenants, dont une femme. Chacun devant sa machine, grand tableau en face avec l'équipe de formateurs, l'on rassure à la délégation que chaque prisonnier sortira de la maison d'arrêt avec un métier.
Le directeur général deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, le général de brigade Mahamat Moussa Kourba, a installé le nouveau commandant de la Légion numéro 5, le colonel Sebi Bachar, dans ses nouvelles fonctions. C'est à Mongo, dans le Guéra, précision John Nestor. Cette cérémonie militaire marque la prise de commandement du nouveau commandant de la Légion de la gendarmerie numéro 5 de Mongo, dans la province du Guéra. Il s'agit du colonel Sebi Bachar. C'est le directeur général, deuxième adjoint de la gendarmerie nationale, Mahamat Moussa Gourbal, qui l'a installé dans ses fonctions. Vous reconnaîtrez désormais comme chef de commandant de la Légion numéro 5, le colonel Sebi Bachar Hadi. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous recommande dans l'exercice de vos fonctions. La Légion de la gendarmerie nationale, constituée des compagnies, a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de prêter main forte à la justice dans l'exécution des lois. Cette cérémonie de prise de commandement est marquée également par un défilé militaire. Voilà, et comme vous l'avez suivi il y a quelques minutes, 2 membres du gouvernement se trouvent à Béché, dans la province du Ouadaï, pour l'évaluation de l'état d'urgence instauré dans 3 provinces du pays. À cet effet, je vous propose de suivre le ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Mahamat Abali Salah, à l'issue de cette rencontre. La province du Ouadaï fait partie des provinces qui ont été décrétées dans le cadre d'état d'urgence. Et ce n'est pas pour la première fois, ni pour moi, ni pour mon collègue de l'administration. Je pense qu'on a eu la chance de venir juste avant l'état d'urgence, pendant l'état d'urgence, et lors aussi de notre dernier séjour à Béché, l'activité de conférence de gouverneurs, on a eu la chance aussi d'être ici. Avant la réunion, nous avons déjà le résultat de votre travail. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Et ce que je ferai effectivement quand j'aurai la chance de rencontrer tout le monde, au nom du chef de l'État, au nom de la chef de défense et sécurité, pour le travail que vous avez abattu, et surtout pour la récupération des armes que nous avons eu la chance de les voir lors de celui du chef de l'État. Et aussi, après ça, nous avons eu la chance aussi d'avoir le résultat de votre travail. Donc, notre séjour va être certainement bref, parce que nous allons profiter pour la journée de demain d'aller aussi dans les provinces de Silla. Le tout premier préfet du département de Mourdi a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Amat Kardayo Hissène. Détail Hassan Lamé. C'est un voyage de titan effectué par le gouverneur et sa délégation pour arriver à Mourdi. Malgré tout, la population était au rendez-vous de l'accueil. Outre la manifestation de son adhésion à l'attention de la délégation, cette même population a marqué sa disponibilité à écouter le gouverneur de la province de l'Enedi-Est. Saisissant cette opportunité, le maire de la ville de Mourdi, Kouri Bada, et le sous-préfet de Mourdi, Salah Dadi, ont dit merci au président de la République pour avoir érigé au terme de l'ordonnance numéro 1 la commune de Mourdi en département. Sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est a installé dans ses fonctions les préfets Alanga et Mchi Suleiman. Le renvoyant à l'exercice de pouvoir, le gouverneur Ahmad Kardayo Hissène a décliné quelques objectifs qui tiennent lieu des feuilles de route administratives. Vous avez la lourde et exaltante mission de restaurer l'autorité de l'État, assurer la sécurité des personnes et leurs biens, veiller au recouvrement des recettes, rendre périodiquement compte à votre hiérarchie des activités menées. De son côté, le préfet Alanga Hemchi Suleiman a adressé sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Dans un point de presse hier, le président du Kazakh s'est longuement appesanti sur des sujets liés à la divulgation des fausses informations, l'importance de l'état d'urgence ou encore l'interpellation des jeunes à la prise de conscience collective pour la paix au Tchad. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes abasourdis, voire même ahuris, que des insultes
des calomnies, des diffamations sont versées à longueur de journée sur la toile et aucune poursuite n'a été constatée. Dans aucun pays au monde, ce comportement passe inaperçu ou passe impuni. Les lois de la République doivent sévir sur celles et ceux qui posent des actes hautement répréhensibles. Je demande à la jeunesse et je demande à tous nos compatriotes, surtout ceux qui sont actifs dans le domaine associatif et politique, d'être responsables, de mettre au devant les intérêts supérieurs de la République. Je ne passerai pas par le dos de la cuillère pour faire mouche quand il s'agit d'appeler le chat par son nom. Ces gens qui pensent que faire de la politique, c'est comme un conte de fées. Je ne saurais snober le courage et l'engagement citoyen, combien méritoire, de ces hommes et de ces femmes qui se battent chaque jour sans jamais faillir pour que notre pays continue toujours par jouir de la paix et de la stabilité. Mais si ces derniers sont victimes de la propagande émanant des personnes mal intentionnées, nous sommes en droit de nous opposer à ce comportement. Nous sommes en droit de dire non aux vendeurs d'illusions. Vous avez vu dernièrement l'état d'urgence qui a été instauré par le gouvernement. Il y a eu des résultats édifiants, des résultats pleins de leçons. Nous félicitons les forces de défense et de sécurité. Nous leur demandons de redoubler encore d'efforts pour ramasser encore d'autres armes. Et nous demandons surtout aux populations qui vivent dans ces contrées de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin que les armes ne soient qu'à la portée des militaires. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui lui aussi fait du développement de son pays une passion première. Frantz Fanon, dans son livre La raison dans l'histoire, disait que rien de grand, rien de beau, rien de très beau ne s'est fait sans passion. Quand je disais qu'il nourrit une passion pour transformer son pays, j'ai paraphrasé ces scientifiques pour vous montrer combien il veut changer, il veut développer l'homme tchadien. Il veut à ce que l'homme tchadien soit cité partout en exemple. Chaque jour, quotidiennement, dans ses activités journalières, le constat que vous allez faire, c'est que Idriss Déby Itno priorise la paix et la stabilité, priorise les citoyens tchadiens dans tout ce qu'il fait. Au nom de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh, nous soutenons son Excellence Monsieur le Président de la République Idriss Déby Itno dans ses actions louables et méritoires qu'il pose régulièrement dans l'édification de notre pays et dans la formation, dans la transformation de l'homme tchadien. Et notre point de presse, c'est celui du secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, pour annoncer la rentrée sociale de son organisation. Un extrait. ADET a décidé de placer cette rentrée sociale sous le thème « Situation des droits de l'homme face aux controverses politico-sociales actuelles et la gestion des défis environnementaux par le pouvoir public, perspectives et responsabilités des citoyens tchadiens. L'apparition de diverses maladies à cause de la négligence des facteurs menaçant la santé publique tels que l'insalubrité, le manque d'assainissement, les eaux souillées, la pollution de l'air et de l'eau, l'absence de contrôle des aliments, etc. d'autre part. C'est l'occasion pour nous, et encore une fois plus, d'interpeller et d'attirer l'attention du gouvernement à travers le ministère en charge de l'environnement. Ceci étant, depuis la conférence de Rio et les différents instruments qui s'en sont suivis de l'agenda 21 et la convention sur la biodiversité écologique, des engagements chiffrés ont été pris par le pays de l'OCDE
vis-à-vis des pays en transition, regardant par exemple la diminution des gaz à effet de serre. Et il s'agit au rang de 6 principes de la déclaration de Rio, du principe de responsabilité commune mais différenciée, du principe de l'information et du principe de participation. Une délégation du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement, conduite par son coordinateur Ngele Colombe, était dans la sous-préfecture de Lumia pour installer les membres de la sous-coordination du bureau du soutien au MPS de la dite localité. Ahmed Suleiman. Les membres de la sous-coordination du bureau de soutien au MPS du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement de la sous-préfecture de Lumia ont été installés. Ce bureau est composé de 25 membres et dirigé par Tahir Mohamed Daoud. C'est le coordinateur du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement, Ngele Colombe, qui a fait le déplacement de Lumia pour procéder à leur installation en présence du sous-préfet de Lumia, Mohamed Hamito Al-Laboudi. Ces membres de la sous-coordination du bureau de soutien au MPS de la sous-préfecture de Lumia ont pour mission d'accompagner le mouvement patriotique du salut pour préparer les élections législatives et communales prochaines. Nous sommes tous là pour une victoire éclatante. Nous voulons gagner la députation dans toutes les régions, les provinces de Tchad. Et pour cela, il est important que le Front des Jeunes, pour soutenir le MPS, soit présent dans la commune de Lumia. Vous savez que nous avons tous un objectif commun, c'est la victoire du MPS. Le maire de la commune de Lumia réitère son soutien au MPS. Nous sommes à 100% MPS. La Lumia est à 100% MPS. Le moment est venu. C'est pas seulement venir ouvrir le bureau et puis repartir. C'est le suivi. Il faut maintenant faire le suivi de tout ce que vous allez faire ici. Le suivi. Le président de la sous-coordination du bureau de soutien au MPS du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement de la sous-préfecture de Lumia, Tahir Mohamed Daoud, a remercié la présidente nationale du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement, Amira Idriss Déby Itno, pour lui avoir confié cette tâche. Faisant d'une pierre deux coups, le coordinateur du Front des Jeunes pour la Paix et le Développement, Ngele Colombe, a remis au nom de la présidente de la dite association, Amira Idriss Déby Itno, un don de vivres à la population de la sous-préfecture de Lumia. Suite au retard accusé dans le démarrage des cours dans le département du Bata Ouest, une rencontre d'échange a lieu avec les autorités administratives et les parents d'élèves. On fait des précisions avec Mamater Djibril Alour. Ici, par exemple, dans cette localité appelée Lamka, dans le Bata Ouest, on est à la deuxième semaine de novembre, mais il n'y a aucun élève inscrit dans cet établissement scolaire. Les cultivateurs empêchent leurs enfants d'aller à l'école à cause des travaux champêtres. C'est inadmissible, réagit le préfet du département du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, après avoir visité cette école. Séance tenante, elle a convoqué le chef de canton et les 3 chefs de village pour une concertation. Elle accorde 2 semaines aux autorités coutumières et aux parents pour que tous les enfants de l'AMCA soient inscrits à l'école. Les concernés reconnaissent la difficulté de la tâche compte tenu du manque de prise de conscience des parents. Toutefois, ils promettent de faire ce qu'ils pouvaient pour persuader leurs concitoyens à inscrire leurs enfants à l'école. Parlons une fois de plus religion avec la commémoration de l'anniversaire du prophète Mohamed par les fidèles du 4e et 5e arrondissement. C'était donc hier, on fait le point avec Ahmad Ngrasta. Une nuit pas comme les autres, au complexe islamique Abdoulaye Ibn Massoud, cadre où l'on apprend et mémorise les Écritures saintes. Les fidèles musulmans fréquentant cet établissement religieux se retrouvent pour commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Ils ont manifesté leur attachement et leur amour au messager de Dieu à ces festivités de Mawlud, Nabi al-Sharif. Le président du complexe, Al-Hajj Oumar Goudja, salue l'intérêt qu'il accorde à la perpétuation des valeurs et les principes de l'islam.
Même son de cloche, dans la commune du 5e arrondissement, les fidèles de la mosquée Shuhada Houd ont célébré l'anniversaire marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sahibuni hubbun nabi wa ansiju, la ilaha illallah, la ilaha illallah. L'imam de la mosquée Shuhada Houd, An-Nur Hassan, félicite les fidèles de sa mosquée et les encourage à l'amour du prophète. L'imam a entretenu les fidèles sur la vie du prophète Mohammed et ses œuvres et la tradition léguée à la communauté musulmane. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Idriss Haroun, invite les fidèles musulmans à la culture de la paix et à la cohabitation pacifique. Les fidèles ont imploré le Tout-Puissant pour sa clémence et prié pour la consolidation de la paix au Tchad. Et puis la directrice nationale du ministère des enfants de l'église adventiste du 7e jour a fait un point de presse ce matin. Il est relatif au festival des enfants qui aura lieu demain 9 novembre à la Maison de la Femme. Cette deuxième édition a pour thème être la lumière dans le monde d'aujourd'hui. Plusieurs activités sont au programme. Suivez. Le festival des enfants à la grâce de Dieu aura lieu demain à la Maison de la Femme. Et ce festival, c'est un programme des enfants où les enfants ont appris ils ont reçu des enseignements, ils ont appris beaucoup de choses au sein de l'église et ces différentes églises viendront prester pour montrer un peu ce que ces enfants ont appris dans ces églises-là. Nous devons savoir que les enfants sont épris de talent. Et il faut donner l'occasion à l'enfant d'extérioriser, d'exprimer ses talents. Et c'est pourquoi l'église adventiste du 7e jour a créé ce département de ministère des enfants pour pouvoir aider les enfants à valoriser leurs talents, à extérioriser ce qui est en eux. Le département du ministère en faveur des enfants au sein de l'église adventiste du 7e jour vise à aider les enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 14 ans à développer leur foi en les menant vers une relation d'amour avec Jésus et de service avec le prochain. Du matériel est produit régulièrement pour encourager la croissance spirituelle des enfants. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Mamad Seyd Abakar. Et puis, comme convenu, je vous donne la lecture des décrets. Décret 1827 portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à la force multinationale mixte. Les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité sont nommés au poste de responsabilité ci-après à la force multinationale mixte FMM. Commandement du secteur numéro 2, commandant du secteur colonel Mohamed Dadi Kedir, emplacement du colonel Bourhit Alidjar, appelé à d'autres fonctions. Commandant du secteur numéro 2 adjoint, colonel Youssouf Teiro Issa, en remplacement du colonel Mohamed Dadi, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 8 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1828 portant nomination à des postes de responsabilité au secrétariat technique permanent de l'initiative de transparence dans les industries extractives ITIE. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au secrétariat technique permanent de l'initiative de transparence dans les industries extractives. Coordonnatrice nationale, Madame Amina Mohamed, maintenue. Coordonnateur national adjoint, Monsieur Abdelkerim Hissène Moussa, en remplacement de Monsieur Hissène Wadi Amoko, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1829 portant nomination à des postes de responsabilité à la direction générale de la Société nationale d'électricité SNE.
Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après à la Direction générale de la Société nationale d'électricité SNE. Monsieur directeur général, Monsieur Abdoulaye Gamada, en remplacement de Monsieur Matna Jean-Paul, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby et Itno. Décret 1830 portant nomination à des postes de responsabilité à la direction générale de l'agence tchadienne de la radioprotection et de la sécurité. Directeur général, M. Miniede Modigam, en remplacement de M. Mbodou Ndjirab Alifi, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, M. Sebi Bokhor, en remplacement de M. Senoussi Adjaro, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1831 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité ci-après. Inspection générale, inspecteur général, M. Loualaba Digali, maintenu. Inspectrice générale adjointe, Mme Amalker Suleiman Dibrine, nouveau poste. Inspection aux mines et au pétrole, inspecteur M. Mohamed Alingoua, nouveau poste. Inspection à l'énergie, inspecteur M. John Fabé Buhimbo, nouveau poste. Inspection aux affaires administratives et juridiques, inspecteur M. Ali Mohamed Debrémé, en remplacement de M. Mohamed Alingoa, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1832 portant nomination à des postes de responsabilité à la direction générale de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique. Directeur général, M. Mohamed Adoum Ismaël, nouveau poste. Directeur général adjoint, M. Jean-Paul Mbadna, nouveau poste. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1833 portant nomination à des postes de responsabilité à la direction générale de l'Agence pour le développement de l'électricité rurale et la maîtrise de l'énergie. Directeur général Nassour Mohammadine Ali Koura, nouveau poste. Directrice générale adjointe, Madame Faria Lia Koulamala, nouveau poste. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1834 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Délégation du Nord, délégué M. Moussa Atom, nouveau poste. Délégation du Centre-Est, délégué M. Hassan Saher, nouveau poste. Délégation de l'Ouest, délégué M. Mohamed Moussa Ngira, nouveau poste. Délégation du Sud, délégué M. Laba Ndoula, nouveau poste. Termina le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1835 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Directeur général, M. Adoum, inspection générale du ministère. Direction générale du ministère. Directeur général, M. Adoum Mohamed Adoum, en remplacement de M. Mohamed Zen Dekher Youssouf, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, M. Yeboussoum Maditolom, maintenu. Direction de la brigade minière, directeur Ousmane Erda, maintenu. Directeur adjoint, M. Abdelkerim Moussa Abdelkerim, en remplacement de M. Youssouf Mohamed Wardougou, appelé à d'autres fonctions. Direction des affaires juridiques et du contentieux, directeur M. Ibrahim Yeda, en remplacement de M. Mathieu Guibolo Fanga, appelé à d'autres fonctions. Directrice adjointe, Mme Nadine Nekingema, poste vacant. Direction des études économiques et fiscales, directeur M. Adam Béchir Abdoulaye, maintenu. Directrice adjointe, Mme Géraldine Service Balois, poste vacant. Direction des ressources humaines, directeur M. Abdoulaye Saleh Bahaï, en remplacement de Mme Amalker Suleiman Dibrine, appelée à d'autres fonctions. Directrice adjointe, Mme Aïcha Mouna Mohamed Garfa, poste vacant. Direction de l'informatique et des archives, directeur M. Saleh Esko Adoumadi, poste vacant. Directrice adjointe, Mme Mouremem Ngartoussouma, nouveau poste. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby Itno. Décret 1836 portant nomination à un poste de responsabilité au cabinet du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie.
Direction du cabinet conseiller au pétrole et mines, M. Ahmad Kadam, en remplacement de M. Abdelkerim Hissène Moussa, appelé à d'autres fonctions. Conseillère à l'énergie, Madame Hassan Tidei, en remplacement de M. Mignede Moudigam, appelé à d'autres fonctions. Conseillère juridique, Madame Mariam Iklas Haroun Djarma, maintenue. Djamena, le 9 novembre 2019. Idriss Déby Itno. Décret 1837 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Direction générale technique du pétrole, directeur général technique M. Mohamed Zendeker Youssouf, nouveau poste. Directeur général technique adjoint Ngiri Hassan Bachar Nine, nouveau poste. Direction de l'exploitation, de la production et du transport, directeur M. Abakar Daoussa Mahamat, en remplacement de M. Laba Doula, appelé à d'autres fonctions. Directeur adjoint M. Danebay Djongnia Nouba, maintenu. Direction du raffinage, de stock et de la distribution, directrice Mme Fatime Diala Adamou, maintenue. Directeur adjoint M. Saniguera Melari, maintenu. Direction générale technique des mines, directeur général technique M. Ndjoudouboum Ambroise Emmanuel, maintenu. Directeur général technique adjoint M. Idrissa Abakar Bahar, nouveau poste. Direction des mines et de la géologie, directeur M. Sadrak Dobé, poste vacant. Directrice adjointe directrice adjointe Madame Khadija Mohamed Hassan, poste, nouveau poste. Direction des carrières, directeur M. Abdelkadir Timan Déby. Directeur adjoint M. Issa Mohamed Abassala. Direction du cadastre minier, directeur M. Suleiman Guini Eli, maintenu. Directrice adjointe Mme Haché Nangastaï, maintenu. Direction du laboratoire d'analyse chimique, géochimique, minéralogique et pétrographique. Voilà, j'y arrive. Directeur M. Ramadan Saleh, maintenu. Directeur adjoint M. Indigina Torbay Ndilngar, poste vacant. Direction générale technique de l'énergie, directeur général technique M. Mbodou Dirap Alifei, poste vacant. Directeur général technique adjoint M. Abdelkerim Dangay, nouveau poste. Direction de la planification énergétique et d'électricité, directeur M. Nathanaël Dolmia, remplacement de M. Adomo Orze, appelé à d'autres fonctions. Directrice adjointe Mme Mendigena Béatrice, en remplacement de Mme Françoise Hassan, appelée à d'autres fonctions. Direction des énergies nouvelles et renouvelables, directeur M. Alwali Haroun Chong Chong, en remplacement de Mme Menguine Béatrice, appelée à d'autres fonctions. Directrice adjointe Madame Françoise Hassan, en remplacement de M. Alwali Haroun Chongchong, appelé à d'autres fonctions. Djamena, le 9 novembre 2019, Idriss Déby. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. À demain. Bonsoir.